Et c'est l'heure pour nous de BFM TV répond à vos questions. Bonjour Fanny, au programme. Aujourd'hui, on parle évidemment de François Bayrou qui était à Pau plutôt qu'à Mayotte. Forcément, il est pris dans les polémiques tout en essayant de construire son équipe gouvernementale. Nous irons évidemment à Mayotte pour prendre des nouvelles des personnes sur place avec beaucoup d'évacuations qui ont commencé déjà. Et il faut aussi reconstruire tout un territoire. Et puis, nouveau scandale des eaux minérales et elle concerne la Perrier notamment. On commence donc avec les débuts agités du Premier ministre. Oui, et cette question de Yann, pourquoi François Bayrou était-il à Pau hier soir en pleine crise à Mayotte? En effet, le maire de Pau, toujours, était hier en train de présider un conseil municipal. Voilà la raison pour laquelle il s'est rendu sur place et il est allé en avion. Alors forcément, dans la classe politique, les détracteurs ont fait entendre leur voix. On écoute. Face à une telle catastrophe qui n'est pas arrivée sur le territoire national depuis des décennies, il est important d'être aux côtés de ces populations. Et j'aurais effectivement préféré que le Premier ministre, au lieu de prendre un avion pour Pau, prenne un avion pour Mamoudzou. Il a fait une erreur ? Écoutez, ce n'est pas à moi de le juger, mais en tout cas, je pense que dans ce type de circonstances, il faut être à 100% mobilisé sur la gestion de la crise. Il y a une situation à Mayotte qui est extrêmement grave, terrible. Et je pense que je me demande s'il mesure vraiment la situation, la gravité de la situation. Il aurait dû être là-bas. Il aurait pas dû partir à Pau comme ça. Il devrait être à Mayotte aujourd'hui. Vous estimez qu'il devrait y être sans une seconde d'hésitation? Mais bien sûr. Enfin, un département qui aurait été fauché de la même manière en hexagone, tout le gouvernement Israël, le Premier ministre, le président de la République. Et face à eux, d'autres personnalités qui, elles, font la part des choses et estiment que ce n'est pas forcément au Premier ministre d'être sur place. Des années que sur les plateaux de télé, on raconte qu'on est des députés hors sol. Bayrou, il a décidé, lui, d'avoir, je dirais, cet ancrage local et de penser qu'on n'allait plus être gouverné par Paris. Bruno Retailleau est sur place. Est-ce qu'il fallait déplacer tout le Conseil des ministres sur place? Ça aurait changé quoi? Mais rien. Qu'il faut, c'est agir. C'est à Paris que sont tous les services. C'est à Paris qu'on coordonne. Ça demande une énergie et une coordination absolument exemplaire. Donc, pas de polémique stérile. Voilà, ces amis qui sont montés au créneau ce matin sur le plateau du live. Bon, pendant ce temps-là, il y a un gouvernement à fabriquer. Oui, en effet, il paraît. Et ça doit être fait rapidement, malgré toutes ces perturbations. Naouf El Kawafi, on vous retrouve, vous êtes à Matignon. Les consultations se poursuivent depuis hier pour rencontrer tous les dirigeants des groupes parlementaires, forcément, qui pourraient faire partie de ce gouvernement. Et cette nouvelle que l'on vient d'apprendre, François Bayrou qui rencontre Emmanuel Macron ce midi. Oui, c'est Marc Fesneau à la sortie de son entretien avec le nouveau Premier ministre qui nous l'a confirmé à notre micro. François Bayrou va s'entretenir ce midi avec Emmanuel Macron à l'Elysée dans le but de travailler sur la formation justement de ce nouveau gouvernement et de lui présenter une première copie. C'est vrai que François Bayrou a enchaîné les consultations depuis hier, ce matin, avec notamment les Verts à qui on a pu parler à la sortie, Marine Tondelier notamment, qui nous ont expliqué être sortis plutôt inquiets, déçus. Ils n'ont pas eu les réponses qu'ils espéraient. Ils ont senti le nouveau Premier ministre distant. Ils l'ont même menacé de censure. En ce moment même, François Bayrou qui est avec le groupe Horizon en ce moment même pour s'entretenir dans le but de former le plus rapidement possible un nouveau gouvernement. Et cette nouvelle, donc, à la suite de ces différentes consultations, le nouveau locataire de Matignon va s'entretenir ce midi avec le président de la République. Voilà, qui attend des noms. François Bayrou qui va prononcer sa déclaration de politique générale mi-janvier. Cet après-midi, il va se retrouver à l'Assemblée pour répondre aux questions au gouvernement, tout seul, puisque les ministres démissionnaires n'ont pas le droit d'y aller. Il va bientôt, du coup, présenter sa nouvelle équipe. On parle de toute autre chose à présent maintenant. Mayotte, le Premier ministre qui continue à suivre la situation au plus près. Oui, en effet, cette polémique autour de François Bayrou qui revient forcément sur cette situation vécue. Et Rosalie qui s'interroge, y a-t-il beaucoup de morts à Mayotte? C'est la question qui revient, on la voit beaucoup revenir de la part de nos téléspectateurs, puisque le bilan, on va le voir, est forcément encore très sous-estimé. À l'heure actuelle, à l'hôpital, en tout cas, 21 personnes ont perdu la vie, 45 sont blessées en urgence absolue, 1373 en urgence relative. Tout cela est provisoire. Pour l'instant, ce sont les blessés qui commencent d'être évacués via la Réunion. C'est là-bas qu'on vous retrouve, Angie Loata, vous êtes notre envoyé spécial à Saint-Denis. Parce qu'il faut le rappeler, l'hôpital de Mamoudzou à Mayotte est complètement touché, il a été durement touché, et que les premiers patients, les plus sérieux, ont commencé d'être évacués via la Réunion.
Oui, à Mamoudzou, il y a de nombreux hôpitaux, il y a de nombreux lits qui ne sont pas utilisables. Donc forcément, il faut évacuer notamment des personnes dialysées. Ça a été la première urgence, ça s'est fait hier. Vous savez, ce fameux pont aérien dont on vous raconte l'absolue nécessité pour apporter du fret et apporter également des secouristes sur l'archipel de Mayotte. Il sert aussi dans l'autre sens à ramener ici à l'île de la Réunion des personnes qui seraient blessées ou qui auraient besoin de soins en permanence. Donc le premier vol avec une vingtaine de personnes est arrivé hier ici sur l'île de la Réunion, des personnes dialysées, prises en charge soit dans des cliniques, soit dans des hôpitaux. En tout cas, tout le monde se tient prêt ici parce que ce que l'on nous dit du côté des autorités ici, c'est que cela va continuer et que ce pont aérien, il va bel et bien servir à ramener ici sur l'île de la Réunion des personnes qui sont touchées ou qui ont besoin de soins en permanence. Tout cela va se mettre en place. Ce que l'on nous a dit, c'est que dans ces avions, on utilisera la jauge maximale pour pouvoir permettre le transfert de patients depuis Mayotte jusqu'à la Réunion. On ne sait pas encore exactement ce que sera cette jauge précisément, combien de personnes pourront être évacuées de Mayotte ayant des nécessités sanitaires de ce type-là, mais c'est une urgence qui est déjà prise en compte ici à la Réunion. Merci Angel Ouattara avec Anthony Métro en direct de Saint-Denis de la Réunion, donc, où commencent ces évacuations. Et cette question de Zakaria, l'État n'aide-t-il pas Mayotte? Alors, en tout cas, ça va se mettre en place, évidemment. Ça s'organise. Voilà, ça prend du temps pour prendre l'ampleur de la situation, même si visiblement c'est catastrophique. Alors, il y a tout de même des villes qui ont décidé individuellement, elles, de mettre la main à la pâte et de prouver leur solidarité. C'est le cas de grandes villes comme Angers, comme Le Havre, comme Marseille, qui a débloqué un premier fonds d'urgence. Mais il y a aussi des plus petites villes. Et c'est le cas de la vôtre, Stéphane Roudot. Bonjour, vous êtes le maire de Guesnou, dans le Finistère, en Bretagne. Une petite commune qui a décidé, elle aussi, bonjour, d'aider Mayotte. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire? On s'est doté d'un fonds de soutien et nous allons libérer ce soir en conseil municipal une somme symbolique d'1 € par habitant, c'est-à-dire 6 500 €. Alors, pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous engager de la sorte? On est frappé par les images, la catastrophe humanitaire, et puis ce sont nos valeurs qui sont aujourd'hui mises en évidence. La France est une république une et indivisible, et chacun des territoires, ici un département, doit pouvoir compter sur la solidarité des autres collectivités. C'est ce que nous faisons ce soir, et je pense que la délibération sera votée à l'unanimité. Est-ce que vous avez parlé à vos administrés? Qu'est-ce qu'ils pensent de cette mesure, de ce que vous allez souhaiter mettre en place? Alors c'est encore un peu tôt, nous l'avons décidé hier soir en bureau avec mes adjoints et conseillers délégués. On a un conseil municipal ce soir, donc la population commence à avoir des retours extrêmement positifs parce qu'on se dit qu'on aimerait nous-mêmes dans une situation identique pouvoir compter sur d'autres collectivités. Encore une fois, ce sont nos valeurs. On voit ces images dramatiques. On a une simple idée aujourd'hui du bilan du nombre de victimes, de blessés, mais tout laisse à penser que les chiffres sont terribles. Et vous allez donner cet argent à une association? Comment vous allez faire pour transmettre ces dons? Alors nous avons entendu l'appel de la Fondation de France et de la Croix-Rouge, donc on va répartir de façon équitable entre ces deux structures. Est-ce que vous appelez peut-être d'autres communes à faire comme vous, à engager des démarches pour aider Mayotte? Alors, vous avez cité en ouverture d'autres grandes communes qui le font. Je pense que c'est parti. Les collectivités françaises, les communes vont y aller. Là, on voit encore une fois, c'est un département français qui aujourd'hui est accablé par cette situation humanitaire, et il n'y a pas de territoire de seconde zone. Donc je pense que l'ensemble des collectivités vont se saisir et puis chacun le fera à hauteur de ses propres moyens. Merci beaucoup Stéphane Roudot, maire de Guesnou, je le rappelle, dans le Finistère, de nous avoir expliqué la démarche que vous mettez en place dans votre commune. Merci d'avoir répondu à nos questions. On reparle scandale des eaux minérales, Perrier menacé. C'est pas fini, en effet, on parle de Perrier désormais avec ce rapport de l'ARS de l'Occitanie qui a mis en avant la mauvaise qualité des eaux du site de Vergès. C'est dans le Gard. Elle alerte sur le potentiel risque viral et demande à l'entreprise Perrier d'arrêter la production sur ce site. François Pitrel, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre journaliste environnement. Alors, est-ce qu'on boira encore de l'eau de Perrier? Qu'est-ce que c'est le problème de fond? C'est ce que suggèrent en tout cas les rapports de l'Agence régionale de santé Occitanie, puisque le problème c'est que cette eau minérale naturelle, et le terme est important, elle est filtrée par Nestlé Waters qui détient la maison de Perrier. Donc ce filtrage, il n'a pas lieu d'être si cette eau est naturelle. Et le filtrage répété à cause de bactéries
E. coli repérée par l'Agence régionale de santé fait qu'elle ne répond plus aux conditions sanitaires exigées et le préfet du Gard va devoir se prononcer sur l'autorisation d'exploitation de la maison Perrier, de la source Perrier, d'ici le premier semestre 2025. Alors, Patricia nous demande comment Perrier justifie cette contamination de son eau, enfin comment le fait qu'elle soit impropre. Alors, on va regarder justement ce que Perrier a répondu, Nestlé Waters, en tout cas la maison mère suisse. Ce rapport a été complété depuis par les précisions techniques apportées par Nestlé Waters sur l'ensemble des points soulevés. Et de continuer, toutes les eaux commercialisées par Nestlé Waters, y compris sous la marque Perrier, peuvent être bues en toute sécurité. On attend au moins évidemment de la réponse de la part de Nestlé. Alors, c'est pas le premier scandale qui éclabousse Perrier, notamment cette année. Non, en fait, ce n'est que le prolongement d'une affaire qui a débuté il y a à peu près 1 an. Il y a eu des lanceurs d'alerte, comme l'association Foodwatch, qui a même porté plainte pour dénoncer justement la présence de ces filtrations, donc cette tromperie sur la marchandise. Mais en effet, il n'y a pas de véritable problème sanitaire puisque cette eau est filtrée. Encore que les inspections de l'ANSES dénonçaient que dans ces filtrages, ils étaient peut-être parfois insuffisants, pouvant laisser passer les virus, comme celui de la gastro-entérite par exemple. Oui, parce qu'on a retrouvé des matières fécales dans certains échantillons. Alors Aurélie nous demande, ce n'est pas la première fois que l'on parle des eaux de source polluées. En effet, il y a quelques temps, quelques mois, on parlait de nombreuses autres grandes marques qui étaient également touchées. Alors on n'a pas le nom de toutes les marques concernées, mais en effet, il y a eu un lanceur d'alerte en 2021, qui travaillait dans le secteur des eaux en bouteille. Et ce lanceur d'alerte, il travaillait notamment pour les eaux cristallines, enfin le groupe Alma, les eaux cristallines, Ceinture par exemple. Et suite à cette alerte, il y a eu des rapports, notamment celui de l'IGAS, qui montrent que 30% des marques d'eau en bouteille auraient recours à des filtrations qui permettraient d'améliorer la qualité des eaux. Et la totalité des eaux du groupe Nestlé Waters étaient concernées, donc les eaux Perrier, on en a parlé, mais aussi Épar, Contrex ou Vittel. Alors, on peut peut-être préciser qu'en ce qui concerne Perrier, ce sont notamment aussi des ARS, des agences régionales de santé. Il y a aussi le travail d'investigation de journalistes qui permettent de mettre tout ça à jour. Mais comment est-ce que c'est contrôlé de manière générale pour qu'on n'ait plus ce genre de scandale ? Alors c'est contrôlé régulièrement maintenant, depuis qu'il y a eu ces alertes. Donc il y a des inspections générales des affaires sociales, de l'ANSES, plusieurs organismes qui vont dans les usines et qui essayent de repérer les pratiques donc de manière ponctuelle, un peu des nids de surprise. Et dans une des usines du groupe Nestlé, on avait même repéré des filtres qui étaient cachés dans des armoires. On parlait de filtres notamment au charbon actif, des filtres UV. Qu'est-ce que c'est tout ça ? En fait, c'est ce qui permet de nettoyer l'eau en général. C'est utilisé notamment dans les stations d'épuration. Mais ces procédés sont interdits en Europe, encore une fois, parce que ce sont des eaux minérales censées être naturelles. Donc pas de bactéries avant et encore moins après dans la bouteille. Sinon, il y a tromperie sur la marchandise pour des bouteilles qu'on achète en plus beaucoup plus chères que l'eau du robinet. On parle prime justement, Fanny, à 10 jours de Noël, prime qui tombe aujourd'hui pour 2 millions de foyers. C'est la bonne nouvelle de cette fin d'année. C'est la prime de Noël versée par la CAF ou alors par la MSA et France Travail. Elle concerne 2,3 millions donc, de foyers modestes, ceux qui bénéficient des minima sociaux comme le RSA par exemple. Amira demande à combien s'élève cette prime de Noël cette année, donc versée aujourd'hui. Alors c'est le même montant que l'année dernière parce qu'elle n'est pas assujettie à l'inflation. Elle n'est pas indexée. Elle n'est pas indexée sur l'inflation. Mais vous allez voir que donc, les montants dépendent ensuite des situations. Alors pour tous ceux qui touchent l'ASS, c'est-à-dire l'allocation de solidarité spécifique ou encore l'AER, l'allocation équivalent retraite, elle est de 152,45 €. Et ensuite, ça peut monter pour d'autres types de bénéficiaires. Si vous touchez par exemple le RSA, eh bien en fonction de la composition de votre foyer, vous touchez au minimum donc 152,45 € également. Mais vous le voyez, ça augmente de 50% dès qu'on passe à une personne de plus dans le foyer, que ce soit un conjoint ou un enfant. Et ensuite, on rajoute à chaque fois 30% par enfant supplémentaire. Et il n'y a rien à faire. Non, c'est ça la bonne nouvelle. Et on répond à Tony qui nous demande comment recevoir cette prime. Pour tous les bénéficiaires qui sont déjà enregistrés forcément, eh bien, il n'y a rien à faire. Automatique. C'est automatique. Le renouvellement se fait automatiquement. Pas besoin de demander à la CAF, à la MSA ou à France Travail. Attention toutefois à un problème de délai parce que si vous recevez votre prime normalement en décembre, à Noël, eh bien là, vous recevrez la prime de Noël en janvier. Mais sinon, pour tous les autres, c'est dès aujourd'hui. Allez, on parle course de Noël et charge mentale. La charge mentale, on connaît, nous les femmes. Pas que
nous, mais oui, là c'est bien. Là c'est bien, et là vous allez voir qu'on ne déroge pas à la règle, avec Clotilde qui dit « Pourquoi j'ai l'impression d'être la seule à me préoccuper des achats de Noël ?» On se pose toute la question. Ce stress toujours sur les épaules des femmes, et qui est confirmé par cette étude, ce sondage IFOP, qui indique qu'en 2022, combien de pourcents à votre avis de femmes s'occupaient des courses de Noël? 99. Bon, un peu moins quand même. 62%, mais c'est déjà trop. Regardez ce reportage de Lola Baye et David Bouteiller. Devant ce centre commercial, les femmes ont les bras chargés de paquets. Pour Noël, les cadeaux, c'est madame qui s'en charge. C'est nous, on choisit, on y va, on emballe, on fait tout. On prend du temps sur les journées de travail pour trouver des petits moments sans les enfants, pour le faire, entre gérer les livraisons, aller en magasin, ouais, ça prend du temps. Jour de fête, c'est beaucoup. Hein. Qui s'occupe le plus des cadeaux de Noël là, dans votre couple? C'est moi. Vous faites pas grand-chose, monsieur? Le minimum. Selon une étude IFOP, en 2022, 62% des femmes s'occuperaient davantage des cadeaux que leurs compagnons. Un constat même accentué pour certains commerçants. En général, c'est plus les femmes. Vous direz que c'est en quelle proportion? 70-30. Une répartition héritée de préjugés encore très ancrés selon ce sociologue. Ça renvoie à la vieille idée de la femme au foyer, de la femme au corvée. De la femme qui va emballer les cadeaux. Finalement, s'impliquer davantage, ce serait un beau cadeau de Noël de la part de ces messieurs. Merci Fanny. Tout de suite sur BFM TV, le Déj Info avec Ashley Chevalier. Moi je vous dis à demain, très bon après-midi.